Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de présenter dans ton bloc rapidement? C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a lancé ça? Attends, je réponds à John. Ah d'accord. Bah oui, écoute, on a 3 profils assez différents, ce qui est vachement intéressant. Bah, comme vous savez, Florian qui est quasiment 100% crypto et qui s'investit à fond dedans. Moi qui m'intéresse à ça depuis 2017 et qui passe, on va dire, quand même 1 ou 2 heures par jour dessus facilement. J'ai un autre profil à côté. Je suis chef opérateur dans la vraie vie, mais je m'intéresse beaucoup aux cryptos. Ça me passionne en termes d'économie et de nouvelles technologies. Et voilà, et on a Victor qui est un Bitcoin maximaliste, donc je refuse de lui adresser la parole. Très bien. Parfait. Pour me présenter peut-être un petit peu plus, moi dans la vie, je travaille dans une fintech et j'ai découvert le Bitcoin en 2017 et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, donc je serai là face à Louis et ses affaires. Le fan des shitcoins. Ok, bon, voilà, je pense que c'est une belle présentation. Et du coup, pour faire un rapide point sur Dans ton blog, c'est un projet qu'on avait lancé il y a maintenant quasiment 1 an, je pense, voire il y avait plus d'1 an, je sais plus exactement à quand monte notre dernier podcast. On avait fait 3 épisodes et l'objectif, en fait, c'était de parler de Bitcoin, de crypto-monnaie, enfin vraiment de tout l'écosystème en fait en général. Justement, le fait qu'on ait 3 profils qui soient différents, c'était quelque chose qui était important pour nous. Parce que l'objectif c'était de pouvoir apporter différents points de vue sur le podcast, qu'on soit pas toujours d'accord, qu'on puisse apporter une forme de débat, toujours en bonne intelligence, mais justement on pensait que c'était ça qui était intéressant, c'est de pouvoir représenter un petit peu les visions de tout le monde sur ce podcast-là. Donc voilà, on avait fait une grosse pause, on doit avouer que notamment le confinement nous a bien ralenti dans tout ce qu'on avait à faire, parce qu'on avait chacun notre truc de notre côté à gérer. Donc voilà, et puis en fait on s'est dit qu'on avait envie vraiment de le relancer, ce podcast-là, c'était un projet qui nous tenait à cœur. Et on s'est dit pourquoi pas en fait le faire aussi sur Twitch en direct, parce que ça nous permettait de pouvoir interagir avec vous. On a 3 profils différents, ça nous permet d'avoir une pluralité au niveau des discours, mais avoir en fait justement un public qui peut interagir directement à ce qu'on est en train de dire, c'est encore mieux pour avoir cette diversité-là. Donc l'objectif c'est sentez-vous libre d'écrire dans le chat justement sur tout ce qu'on écrit, de réagir en direct. Nous justement on va pouvoir se nourrir en fait de ce que vous mettez dans le chat pour rebondir dessus, sachant qu'ensuite tous les épisodes seront rediffusés sur les différentes plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On est déjà présent sur toutes ces plateformes-là. Et donc du coup, directement, vous ferez partie du podcast à part entière. Voilà, une sorte de podcast décentralisé. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un premier sujet que vous avez voté sur Twitter, qui est avril 2021. Est-ce que c'est le nouveau décembre 2017? Voilà. Donc je pense que c'est un sujet où on va avoir pas mal de choses à dire. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ça. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse progresser et qu'on puisse faire le podcast qui vous plaît le plus. C'est vraiment le principe de ce format-là. Bye. Et je vous mets dans le chat du coup le lien juste de notre Twitter. Si jamais vous voulez suivre le podcast dans les semaines à venir, vous n'hésitez pas à aller le suivre. Ce sera justement le moyen d'avoir toutes les actualités. Qui commence dans le débat? Ça va être le sujet. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite le sujet. Avril 2021, est-ce que c'est un nouveau décembre 2017? Et je pense que pour commencer justement ce sujet-là, le mieux c'est qu'on commence par le début en parlant justement de la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on vit, à quel prix on est, qu'est-ce qu'on a vécu les dernières semaines, comment est-ce que vous voyez le marché en ce moment? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire rapidement une petite présentation du prix et de ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'écosystème? Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de 2 choses qui sont vraiment totalement différentes. C'est en fait le prix et l'adoption. Parce qu'en termes de prix, moi, je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec fin 2017. C'est-à-dire qu'on est dans une courbe qui ressemble vachement à fin 2017 et ce qui s'était passé en décembre. Mais par contre, en termes d'adoption, il y a absolument rien à voir, quoi, parce que en 2017, personne n'acceptait le Bitcoin. Les premiers institutionnels à accepter le Bitcoin, je crois que ça a été le CME de Chicago. C'est Chicago le 11 décembre. C'était un peu le début de la fin d'ailleurs. et donc aujourd'hui, c'est plus du tout la même situation. Donc, je pense qu'il faut qu'on
bien qu'on fasse la différence entre ce côté adoption d'un côté qui aujourd'hui est gigantesque et donc par cela c'est incomparable avec 2017. Par contre, je trouve que vraiment en termes de prix et en termes de cycle de marché, il y a de plus en plus de similitudes et c'est peut-être un petit peu inquiétant pour les prochaines semaines. Ouais, ok. Ouais, si on peut faire un état, qu'est-ce qui s'est, enfin, depuis le début d'année, en gros, le marché des cryptos, c'est quand même une très forte progression, une très forte hausse. Aujourd'hui, on a quoi? Bitcoin, il a combien aujourd'hui? Il a 54 000, un truc comme ça. En début d'année, on était autour des 30 000. Donc, on a quasiment x2. Et puis, si on regarde par rapport au dernier top, on a plus que multiplié par 2. Donc, c'est vrai qu'on connaît des semaines et des mois qui sont assez fous, assez euphoriques. Et en fait, la question qui fait se poser, justement celle qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a eu un top à 64 000 $ approximativement. Depuis, on connaît une forte chute qui nous a amené jusqu'aux 47 000, 48 000 $. On est en train de remonter un petit peu, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a commencé à entrer dans le bear market? Cette première chute, est-ce qu'elle est annonciatrice de plus de chutes derrière? Voilà. Donc ça, c'est un peu pour la situation en 2021. En plus, on voit justement qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent, de plus en plus de projets qui apparaissent, et voilà. Donc ça, c'est pour 2021. Est-ce qu'on peut juste, du coup, Victor, par exemple, si toi, tu as des souvenirs de 2017, de fin 2017, essayer de rappeler un petit peu qu'est-ce qui se passait, quelle était l'ambiance à ce moment-là, quels étaient un petit peu les signes qui ont déclenché tout ça, enfin voilà. Ouais, justement, moi, ce que je trouve, c'est que, et c'est pour ça qu'on a lancé ce sujet, c'est qu'en décembre 2017, il y a eu toute la vague des ICO, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec tous les protocoles qui sont en train d'exploser, et même les Dogecoin et compagnie. Donc, ça montre qu'il y a du dumb money qui cherche à faire beaucoup d'argent très rapidement, et ça, pour moi, c'est vraiment peut-être le point principal qui montre qu'on est plus en fin de bull market qu'au début. Mais c'est le seul point. C'est le seul point. C'est-à-dire la shitcoinerie ambiante et le fait que tout le monde lance sa piécette sur n'importe quel altcoin, c'est l'argument, tu vois, qui montre que c'est plus une fin de bull run qu'un début. Maintenant, des arguments pour dire que c'est le début du bull run, ça, franchement, il y en a la masse, quoi. Déjà, on a commencé l'année avec une entreprise qui s'appelle Tesla et qui a décidé de mettre dans son bilan des bitcoins et surtout d'accepter les paiements et de conserver les bitcoins qui sont réalisés, qui sont obtenus grâce aux achats de voitures. Ouais. Okay. Donc rien que ce premier argument, enfin pour moi, je pense que Tesla va clairement pas être la dernière entreprise à faire ça. En tout cas, ça n'a pas été la première, mais je pense qu'on est à ce niveau-là, on est au début. Et comme tu disais tout à l'heure, Louis, les institutionnels et les corporates ne font qu'arriver là, et je peux pas croire que à fin 2021 il y ait qu'une trentaine d'entreprises qui détiennent des bitcoins dans leur balance sheet, quoi. Ok. Bon, du coup là vous êtes déjà parti sur le sujet de qu'est-ce qui montrerait qu'on est encore en bull market. Pour toi, Louis, est-ce que tu vois d'autres arguments qui pourraient montrer, outre l'adoption par les entreprises, qu'on est encore en phase de hausse? Ton micro est pas activé, Louis. Voilà, parfait. Ouais, je pense qu'en fait, justement, là, ce que vient de dire Victor, c'est assez intéressant. Et je pense que c'est caractéristique des gens qui se trompent peut-être dans le sens où ils pensent que parce qu'il y a adoption, le prix va forcément monter. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre l'adoption. Là, évidemment, on est dans la plus belle année de l'histoire de Bitcoin. Il y a Tesla qui a investi, il y a énormément de grandes entreprises, de banques, de fonds d'investissement et d'États qui s'intéressent à Bitcoin. On n'a jamais vu ça depuis 2008. Par contre, dans le marché, il y a des cycles. Et en fait, si justement l'argument de dire parce qu'il y a des institutionnels, on est au début du bull run et ça va monter, moi j'ai envie de dire parce qu'il y a des institutionnels, ils peuvent très bien, s'ils le désirent, créer une fin de cycle et faire descendre le prix pendant des mois, voire des années, pour ensuite acheter plus bas aussi. Okay. Donc, il ne faut pas forcément associer cette adoption qui est indéniable. Je veux dire, c'est une adoption gigantesque depuis 4 mois. C'est absolument personne ne s'attendait à ça, je pense, même les plus grands fans de crypto-monnaie et les gens qui s'y intéressent comme nous. Par contre, c'est pas parce qu'il y a cette adoption que le prix va monter, quoi. En fait, voire au contraire, moi ça me fait un peu peur parce que justement cet argent, c'est des gens qui gèrent très bien
des milliards de dollars. S'ils veulent faire en sorte de shorter Bitcoin pour le faire diminuer et se faire de l'argent grâce à ça, ils vont pas se gêner pour le faire. Ouais. Bon, indirectement, du coup, tu as même répondu à Alp77 qui est sur le chat qui disait justement, qui nous demandait si malgré la baisse en ce moment, si l'adoption actuelle du Bitcoin n'empêcherait pas justement de refaire un scénario à moins 80% comme on a pu connaître en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors j'ai plus forcément souvenir exact, si dans le chat il y en a qui peuvent justement dire ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, ou toi Louis ou toi Victor, mais quand le Chicago CME et ils sont arrivés, justement c'était le plus gros institutionnel à ce moment-là, on se disait super, c'est la reconnaissance de la part des institutions d'arriver justement sur avec des contrats futurs et ainsi de suite. Et on se demandait justement si ça allait pas nous empêcher de connaître une future baisse. Et finalement, en fait, on a baissé, on a fait un moins 85%, comme à chaque cycle baissier finalement. Donc voilà, je me souviens plus si en 2017 on se sentait immunisé grâce aux institutionnels comme cette année ou pas. Non, parce que justement, pour le coup, là, c'était vraiment la fin de cycle, quoi. Le CMI, ça a marqué vraiment la fin de cycle. Et à l'époque, on s'attendait pas à ce que les institutionnels arrivent. Au contraire, on s'attendait à ce que le retail arrive, en fait. Ouais. On voyait le retail arriver en décembre. Enfin, moi, j'en entendais parler partout. C'était plus un truc de retail. Aucune entreprise était intéressée par ça. En octobre 2017, c'est Jamie Dimon qui a un petit peu mis le clou dans le bull market, dans le cercueil du bull market, en disant que le Bitcoin c'était une arnaque et que ça servait à rien. Les institutionnels, ils n'étaient pas du tout attendus en 2017. Là, pour moi, c'est vraiment un truc. Enfin, il y a une vraie cassure, et je pense que la théorie du super cycle, elle est pas si déconnante, quoi. Tu peux expliquer juste brièvement la théorie du super cycle pour ceux qui en ont pas entendu parler? Bah, c'est assez simple, c'est de se dire que au bout d'un moment, il y a un shift dans la manière de percevoir le Bitcoin dans la société, où d'un coup, il y a une majorité plus de 50% d'hostilité face au Bitcoin, à d'un coup, on passe à plus de 50% de bienveillance à l'égard de Bitcoin. Et là, j'ai l'impression, quand tu vois la news récente de JP Morgan, justement aujourd'hui, qui dit que ils ouvrent un fonds en Bitcoin, c'est d'un coup, tu passes d'un côté négatif, d'une vision négative à une vision positive. Et ça ne peut qu'entraîner, si tu veux, une appréciation du prix, quoi. Okay. Donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, il y a une hypothèse donc, qui est le super cycle, comme tu dis, qui justement en fait dit qu'on a un changement de paradigme. C'est rigolo, ça, j'ai l'impression qu'on l'entend à chaque cycle, ce terme, juste un changement de paradigme, Ouais. mais qui ferait que cette fois-ci, on n'aurait pas de baisse, en tout cas pas un moins 80%, qu'on pourrait se prendre des moins 30%, des moins 40%. C'est Bitcoin et crypto-monnaie, ça a toujours été comme ça, la volatilité, mais pas à faire des moins 85% et des 3 ans où il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Mais qu'on pourrait continuer à toujours avoir des hausses, quoi. Toi, t'en penses quoi, toi, Louis, de justement de cette théorie du super cycle? Moi, oui, en effet, je pense pas qu'on reverra des baisses comme on a connu en 2018-2019, si longues et si violentes, parce que maintenant que c'est soutenu quand même par des gens qui ont mis énormément dans Bitcoin, ils laisseront plus ça arriver. Par contre, des chutes rapides et se faire des moins 50, moins 60% sur 6 mois, je pense qu'il faut s'y préparer. Et d'ailleurs, ça serait pas grave vu en fait. Ce qui est drôle en ce moment, quand tu regardes les marchés et les réseaux sociaux, c'est quand Bitcoin perd 5, 10, 15%, tout le monde est paniqué, et tout le monde crie au fund et tout le monde dit que c'est la fin, alors que finalement, quand tu regardes la courbe et que tu dézoomes, en fait, même s'il y avait une correction du Bitcoin à 25 000 dollars, ça serait parfaitement sain. Et d'ailleurs, je pense que ça va arriver. Hein. Ça m'étonnerait que le Bitcoin ne retourne pas à 20 000 ou 25 000 dollars. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est ce que tu dis, un 10% de baisse aujourd'hui, ça équivaut à un 30% de baisse en 2016, 2017, etc. Mais il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que la période, la durée pendant laquelle on est dans un dip est aussi, du coup, logiquement beaucoup plus longue. Et le bull market sera aussi, je pense, beaucoup plus long à cet égard. Les périodes, en fait, à mesure que le Bitcoin devient de plus en plus liquide, les périodes de bull et de dips ou de bear market, comme vous voulez l'appeler, seront plus longues. Donc, effectivement, un 10% d'aujourd'hui, tu as l'impression que ça dure une éternité parce que ça dure beaucoup plus longtemps, effectivement, qu'avant, quoi. En fait, finalement, ce que vous dites là, c'est que Bitcoin, au fur et à mesure qu'il gagne en liquidité, il se rapproche de plus en plus d'un format classique boursier,
où on a des cycles baissiers suite à une crise ou quoi que ce soit qui peuvent être très longs, qui peuvent prendre 5, 6, 7 ans, des bulles qui peuvent être aussi très longues, et une volatilité sur justement une échelle de temps journalière qui est quand même bien minime. Donc vous pensez qu'on se dirige petit à petit justement vers une normalisation, entre guillemets, si on peut dire ça, des cours de Bitcoin? Je pense qu'on en est quand même très loin, hein, quand tu regardes les variations aujourd'hui et ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, on est quand même très loin d'une normalisation. Aussi, il faut quand même. Ce qui m'étonne, moi, et ce qui me déçoit un peu, c'est encore l'immaturité totale du marché. Victor en parlait tout à l'heure avec Dogecoin et toutes les shitcoins, genre on l'a vu ces derniers jours, mais SafeMoon, où il y a des mecs qui ont mis $8 dans SafeMoon, ils ont gagné 1 million en 40 jours, bon bref. Maintenant, c'est t'as les influenceurs TikTok qui arrivent dans le game et qui font pump des coins à x400. Donc, on est quand même très loin pour moi d'un marché encore mature. Et c'est un tout petit peu inquiétant, voire décevant. Donc, je pense que les institutionnels qui voient ça en ce moment se disent quand même, ok, investir dans Bitcoin. Pourquoi pas? Après, est-ce que ça va pas leur faire prendre un petit peu des pincettes pour la suite? Parce que moi, ce qui se passe depuis un mois ou deux, je trouve ça assez triste, quoi. Pour répondre à Yax63 sur le halving, effectivement, moi je pense que le halving va prendre de moins en moins d'importance parce que finalement, les mineurs et donc la création monétaire en fait due au block reward devient de plus en plus petite, si tu veux, par rapport aux montants qui sont échangés maintenant quotidiennement et mensuellement. Donc je pense que le halving va arrêter de changer, va moins changer les choses, ouais. Va moins avoir d'impact. C'est intéressant parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le halving a rythmé quand même la vie des crypto-monnaies. Hein, quand on regarde bien, voilà, on a quand même ces cycles-là qui sont d'à peu près 3 à 4 ans, qui correspondent plus ou moins tout le temps au halving, un petit peu après, le temps que l'effet se propage réellement. Mais c'est vrai aussi que plus on va avancer dans le temps, moins le halving aura d'impact, notamment sur Bitcoin. Et donc du coup, globalement sur tout le marché, est-ce qu'on a encore un marché qui est drivé par Bitcoin aujourd'hui? D'ailleurs, ça c'est une question qui peut être intéressante. C'est est-ce que sur le dernier marché, en 2017, lorsqu'on a eu un crash, c'est un crash de Bitcoin qui a entraîné le crash du marché général. Est-ce que vous envisagez, dès 2021, pourquoi pas, qu'en ce moment, on puisse vivre? Je dis ça parce qu'en ce moment, on est en train de le voir, si je ne me trompe pas, avec Ethereum, qui a un petit peu pris quelques pourcentages à la hausse alors que Bitcoin descendait. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour ou qu'on est déjà arrivé à un marché où Bitcoin pourrait se mettre à cracher, mais que ça ne signifierait pas un bear market général et qu'il y ait d'autres crypto-monnaies qui, elles, puissent continuer à performer? Je pense qu'on va tendre petit à petit vers ça, mais pour le moment, Bitcoin est encore l'indicateur principal, et dès qu'il monte, tout monte, et dès qu'il baisse, tout baisse. Tu vois, à part certains jours où il y a une où en fait c'est décorrélé. Sinon, là on l'a encore vu samedi ou dimanche quand il y a eu une grosse chute de Bitcoin. Quand Bitcoin tombe, tout tombe, quoi. Après, je pense que justement, ça serait quand même assez sain pour le marché que petit à petit d'autres actifs s'émancipent et qu'on n'ait plus ces baisses et ces hausses générales qui à nouveau montrent que finalement ce marché est encore très très jeune, quoi. Parce que c'est pas normal que tout baisse quand Bitcoin baisse, alors qu'il y a plein de projets qui n'ont rien à voir avec Bitcoin et qui devraient avoir leur propre hausse et leur propre baisse et pas dépendre de ce dernier. Okay. Moi, un point aussi que je voulais aborder, c'est parmi les signaux qui montrent qu'on est potentiellement encore en bull market justement et qu'on n'est pas arrivé au top, c'est tout ce qui se passe on-chain, notamment les analyses de data on-chain, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et notamment on est sur un changement assez important par rapport à 2017. Les signaux sont pas du tout les mêmes. On voit que par exemple les liquidités sur les exchanges, elles sont de plus en plus rares, que les wallets qui n'ont jamais dépensé de Bitcoin se font de plus en plus nombreux, que finalement les hodlers sont de plus en plus hodlers entre guillemets et sont pas du tout dans une période où ils ont envie de vendre, notamment ceux qui ont des gros bags. Est-ce que vous avez vu ce qui se passait de ce côté-là, et est-ce que vous êtes d'accord du coup sur le fait que c'est plutôt haussier sur ce qui pourrait se passer d'un point de vue purement on-chain? Alors sur le côté on-chain, effectivement, il y a moi je vous invite vraiment tous à aller regarder du côté de Glassnode, mais c'est de la donnée brute, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a des mecs qui vont
chercher les données de Glassnode et qui font des super analyses. Ouais. Je pense à un Américain qui a 19 ans, qui est trop chaud, qui s'appelle William Clement III. Je ne sais pas si ça vous parle. Et il fait des super analyses, donc c'est plutôt pas mal et c'est à suivre. Et effectivement, quand tu regardes toutes ces analyses, tu t'aperçois que tout est dans le vert. Je pense notamment au RSI qui est au plus bas maintenant, donc on est en survente et on est toujours en train de stagner à 50 000. Donc, ce que je trouve fou, c'est qu'on soit encore à 50 000 alors que on est en survente. Le sentiment de marché est aussi très mauvais. Je crois qu'on était à 31 sur 100 aujourd'hui. Et alors qu'on garde quand même la ligne à 50 000. Et pour moi, c'est super positif parce que ça veut dire qu'on est au plus bas pour tout ce qui reste à faire, quoi. Enfin, il y a un potentiel de remontée et en accordéon assez violent, je pense, pour les prochaines semaines. Ouais. Après, pour tempérer un peu ces data on-chain, faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que la plupart du volume sur Bitcoin, c'est des dérivés ou en fait des produits d'échange où en fait les gens ne traitent pas des vrais Bitcoins. Et quand on voit le volume sur Bitcoin, clairement, je pense que 90% du volume sur Bitcoin, c'est pas des Bitcoins qu'on échange, c'est des produits. Donc, le jour où ces gros traders qui n'échangent pas des vrais bitcoins, je pense qu'en fait, les gros traders et les grosses institutions et les grosses whales qu'on voit sur Binance, Kraken ou autres, qui ont des milliards et des milliards de dollars en USDT et en d'autres cryptos, quand ils traitent vraiment du bitcoin, ils traitent pas des bitcoins. Donc, dire que, ok, c'est très intéressant que les gens stack et hold de plus en plus leur bitcoin, mais en fait, c'est le jour où des vrais whales se mettent en marche pour faire monter ou baisser le prix, c'est pas ceux qui détiennent les bitcoins qui ont vraiment du poids pour moi dans ce choix, en fait. C'est ceux qui ont vraiment de l'argent et qui ont 10 fois plus de bitcoin fictivement que ceux qui ont des vrais bitcoins finalement. Ouais, ok. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, donc, et d'ailleurs, si on suit ton raisonnement et qu'on le pousse même un peu plus loin, pour toi, l'analyse on-chain, notamment sur ce genre d'indicateur, va être de moins en moins intéressante au fur et à mesure que le temps passe, puisque les institutionnels, justement, traderont de plus en plus sur des dérivés. Oui, je pense que les dérivés aujourd'hui dictent le prix. Je pense pas que ce soit les vrais bitcoins qui dictent le prix, c'est les gens qui shortent, c'est les longs ou les shorts sur Binance qui dictent le prix de Bitcoin. Hein. Je pense que c'est que ça. Hein. On a vu l'impact, la quantité de leverage qu'il y avait les derniers jours. Ouais. Mais par contre, donc oui, ça a eu une vraie incidence sur le prix et c'est ça qui a entraîné la baisse. Mais encore une fois, on a vu que ça a fait chuter que de 10%, donc c'est pas non plus énormissime. Et il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, c'est que les 3-4 dernières années, il y a eu énormément de boulot de la part des influenceurs. Je parle surtout des Américains parce que c'est eux qui font quand même le plus de taf, je trouve, pour pousser les gens à stay humble et stack sats, quoi. Et donc, on s'aperçoit que les petits porte-monnaies continuent encore à stacker malgré le prix. Donc, il y a encore beaucoup de spots, je pense. C'est rigolo parce que d'ailleurs, c'était un tweet de Nicolas Chéron qui était passé il y a pas si longtemps que ça, où justement, en fait, il disait que c'était un peu dangereux, voire grave, de pousser les gens à hodl dans le domaine des crypto-monnaies, et que en fait, justement, dans le monde boursier, jamais on fait ça, on accepte de prendre ses pertes à partir d'un certain moment, on les accepte et basta, et jamais on se prend un bear market dans la tête. Et justement, il y a des gens qui sont venus lui répondre que c'était différent, que l'écosystème crypto était pas pareil là-dessus, et qu'on n'avait pas une vision de trader aussi. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'aussi plus les cycles avancent, plus on a d'historique sur le prix de Bitcoin, et du coup plus on se rend compte que justement c'est cyclique et qu'un bear market c'est pas une fatalité. Et là où, alors déjà en 2017 c'était pas forcément le cas, mais par exemple en 2014 si on remonte, lorsque Bitcoin plongeait et faisait vraiment des mèches rouges très 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 violentes, l'écosystème pensait que c'était peut-être la fin en fait. Et aujourd'hui on voit une baisse, il y en a beaucoup qui se disent ok, je prends du recul, je vois qu'on a déjà des baisses comme ça par le passé, mais en fait j'en profite pour acheter. Et je pense qu'au niveau conviction aussi, on a plus de gens aujourd'hui qui sont convaincus que hodl, il n'y a aucun danger à faire ça qu'auparavant. Et ça peut peut-être aussi un petit peu changer justement la psychologie de marché à ce niveau-là. Yes. Juste pour compléter un truc, c'est vrai que Nicolas Chéron, il y a 2 ans, il était encore en train de bâcher et il comprenait pas vraiment le sujet. Juste, je me reprends là-dessus parce que Nicolas Chéron a pas mal parlé des crypto-monnaies, mais par contre, il faut que je rende à César ce qui est à César. C'est pas du tout Nicolas Chéron qui a dit ça. C'est Anis Lejnev
qui a Ah fait ouais, mais justement un alors, thread où il parlait que c'était inacceptable de hodl et d'accepter les pertes. ouais, mais C'est alors, pas Nicolas Chéron, Anis, juste voilà. Anis, il dit plein de trucs très sensés, mais sur le côté du Bitcoin, franchement, il a encore du mal, quoi. Et je me demande ses motivations, tu vois, parfois. C'est assez pas bon. Bref, passons là-dessus, mais enfin, j'en parlais récemment à quelqu'un. Euh, Effectivement, sur des actions, les actions, il y a pas de rareté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des émissions de nouvelles actions, en veux-tu, en voilà, et il y a pas l'effet de rareté qu'il y a sur le Bitcoin. Le prix d'une action, il est défini par les revenus et les profits qui seront générés par l'entreprise. Et donc, en fait, en fonction de la part de marché que l'entreprise arrive à accaparer, tu peux définir plus ou moins et donc les revenus qu'elle va pouvoir faire, tu peux définir un prix d'action. Mais tu sais que ce prix d'action, il est forcément capé en fonction des capacités de l'entreprise à aller acquérir de nouveaux marchés. Le Bitcoin, c'est quand même complètement différent, quoi. C'est-à-dire que la market cap potentielle du Bitcoin, c'est considéré que, enfin, c'est potentiellement l'infini, quoi. C'est le jour où tout le monde utilise le Bitcoin comme monnaie réserve de valeur. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste qu'en fait, si les gens hold, c'est parce que ils se disent qu'il n'y a pas un prix d'achat, quoi. Un prix de vente, pardon. Moi, je me dis pas à 60 000, je vends et je passe à autre chose. Tu passes plus à autre chose, en fait, une fois que Ouais. tu es dans Mais le chose Bitcoin. intéressante, par exemple, pour rebondir sur ce que disait Louis tout à l'heure, justement sur le fait que les institutionnels aujourd'hui drivaient le prix via les dérivés. Est-ce que du coup, le fait qu'on ait des épargnants, comme le dit le chat, justement, ils ont trouvé le bon mot, plus des épargnants que des traders, qui sont de plus en plus nombreux et qui hodl, entre guillemets, jusqu'à la mort, est-ce que ça peut venir essayer de compenser un peu ces institutionnels, ou est-ce que finalement, c'est se faire une illusion et c'est vraiment les futurs et les dérivés qu'il faut surveiller au maximum, quoi? Moi, je pense que c'est se faire une illusion quand même parce que c'est minime par rapport au vrai volume de trade. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse Ouais. en parlant de gens qui accumulent et ne veulent pas jamais dépenser leur Bitcoin, jamais vendre. C'est qu'à un moment, justement, dans cette vision pro-crypto-monnaie un peu maximaliste, l'idée, c'est quand même que Bitcoin remplace les monnaies, qu'on se serve de Bitcoin pour acheter et vendre toute la journée. Donc, à un moment, il y a une espèce de double discours de certaines personnes qui disent je vendrai jamais mes bitcoins, mais finalement, c'est quand même un petit peu antagoniste par rapport à l'idée que Bitcoin devienne la monnaie. Si Bitcoin devient la monnaie, va bien falloir la dépenser pour s'acheter à manger, s'acheter des vêtements, etc. Donc, à un moment, on ne sera pas dans une augmentation constante parce que les gens, par exemple, là, les gens qui ont toute leur fortune en Bitcoin, je comprends très bien qu'ils en vendent pour s'offrir des choses et vivre, en fait. Donc, aussi, moi, il y a un côté qui me dérange avec presque cette propagande du hold, de dire à un moment, non, si c'est tes revenus ou si tu crois justement en Bitcoin, raison de plus de le dépenser aussi pour vivre et te faire plaisir, parce que si ça devient une monnaie, c'est à ça que ça doit servir. Bah, c'est pour ça qu'il faut être all-in en Bitcoin, comme ça, t'es forcé de finir en Bitcoin. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ok. Non, ok. Pour revenir plus sur le sujet, est-ce qu'on est en nouveau décembre 2017 ou pas en ce moment? T'as parlé très brièvement, Louis, tout à l'heure des shitcoins, ou Victor, je sais plus, enfin notamment SafeMoon, par exemple, et on en voit de plus en plus. Hein, là, il y a pas longtemps, j'ai vu SafeMoon S, qui est quelqu'un qui surfe justement sur le fait que SafeMoon est pumpé de ouf pour refaire quelque chose derrière. Est-ce que pour vous, ça c'est signe qu'on approche d'une fin de cycle, ou est-ce que finalement en fait on en a toujours eu et juste ces derniers temps on y fait peut-être un peu plus gaffe parce qu'il y a une plus grande visibilité sur l'écosystème, mais il y a rien qu'à changer et en fait c'est la vie normale des cryptos d'avoir tout le temps des shitcoins comme ça qui pumpent de l'enfer. Voilà. Moi qui suis bien les shitcoins parce que j'aime bien ça. Non, là, je trouve que ce qui se passe depuis un mois, c'est vraiment totalement nouveau et c'est un peu inquiétant. C'est pour ça parce que depuis 2-3 ans, même depuis 6 mois, j'avais jamais vu ça, alors que des shitcoins pump parce que ils surfent sur des projets intéressants et font des fois 100, ça va. Mais là, depuis un mois, on a vraiment des trucs abominables qui sont des espèces de fork, qui sont en fait des scams ou des Ponzi, qui font des multiples absolument hallucinants parce qu'ils sont pumpés par des communautés de manipulateurs. Et maintenant, on parle de TikTok et j'y comprends rien, j'avoue. Là, je trouve que ce qui se passe depuis un mois est quand même un peu inquiétant parce que même moi qui suis un peu ce marché, je pense que j'avais jamais vu...
J'avais jamais vu un tel phénomène et j'avais jamais vu de tel volume. Hein. Il faut bien regarder les volumes. Doge, pourquoi pas, parce que Doge, finalement, c'est un shitcoin, mais c'est un peu l'emblème, c'est là depuis 5 ans. Mais les volumes qu'il y a eu sur d'autres Dogecoin ou d'autres shitcoins, des 200-300 millions de volumes journaliers, avec des market cap, je crois qu'un autre Dogecoin qui s'appelle Shiba a atteint 1 ou 2 milliards de market cap, tu vois. Donc là, je trouve qu'on est quand même dans quelque chose d'inédit et d'un peu effrayant sur l'état du marché actuel. Ouais. Alors, je sais pas si c'est propre à justement cette montée qu'il y a eu récemment, mais en fait, j'ai aussi l'impression que les gens, comme ils sont en crypto, enfin, les positions qu'ils ont en crypto, ils ont du mal à associer une valeur à ça. Quand je vois, par exemple, le monde des NFT, qu'on a, voilà, avec notamment la folie qu'on a connue les derniers mois, et puis même qui continue un petit peu, mais voilà, il y a certains NFT qui vont se vendre, mais des milliers, voire des millions, alors que, sans parler du fait que les NFT soient viables ou pas viables, ou que c'est intéressant ou pas intéressant, je parle même pas de ça. Je parle du truc qui est vendu sous forme de NFT. C'est pas spécialement beau, c'est pas spécialement quoi que ce soit. Il y a pas, voilà. Et les gens sont prêts à lâcher directement. Oh bah tiens, je lâche 1 Ether, 2 Ethers, 3 Ethers. T'as l'impression qu'ils dépensent ça un petit peu. Enfin, comme ils en ont accumulé pas mal grâce à un bull market et qu'ils sont là depuis quelques temps, ils comptent même plus. Ils sont un peu dissociés de la valeur qu'il y a derrière. Et quand je vois justement qu'il y a des projets en 3 jours, ils arrivent à avoir plusieurs centaines de millions en volume quotidien, tu fais ok, j'ai vraiment cette impression-là que les gens ils se rendent plus forcément compte aussi de la valeur avec laquelle ils tradent en fait. Ouais, ça, il y a un truc, bon, petite anecdote, mais je parlais récemment avec un investisseur qui a pas mal d'argent, qui me disait que quand t'es pété de thunes, quand t'es riche, tu t'investis dans n'importe quoi. T'as plus enfin, t'es capable de balancer des 10 000, des 100 000, des 1 million, sans même savoir pourquoi tu le fais, et parfois tu fais des très mauvaises affaires. En fait, plus t'as d'argent et moins t'es conscient de comment tu l'utilises. Ça, c'est un espèce de paradoxe. Tu as réussi à faire de l'argent parce que tu as été consciencieux, etc. Mais le conserver, ça devient difficile et tu fais n'importe quoi. Bah, c'est vrai qu'il faut dire que dans les cryptos, on peut gagner de l'argent tellement vite et dans des sommes tellement importantes. Moi aussi, je me surprends parfois. Là, ces derniers jours, j'ai mis quelques sommes absolument qui paraîtraient grosses sur des énormes shitcoins où je suis persuadé que c'est un scam, tu vois. Donc moi aussi, je participe malheureusement à ce ballet de clown, mais bon, voilà. Mais effectivement, tu as une espèce de fuite en avant où on gagne tellement d'argent tellement vite parfois qu'on devient un petit peu déconnecté de la réalité, on perd conscience de ses valeurs. D'ailleurs, moi, ma valeur que j'ai sur mon Delta, je la réalise pas vraiment et je me dis pas c'est l'argent que j'ai demain, tu vois, parce que déjà il y aura des impôts et il faut la retirer et j'ai pas du tout envie de vendre mes cryptos pour la plupart et j'y crois à long terme, mais on est un peu déconnecté de ces sommes et ce qui nous pousse parfois ou ce qui pousse les investisseurs en général en crypto à en fait transformer les cryptos en un casino géant. Ouais. Et pour revenir aux NFT, moi ce que je trouve assez dommage, c'est que sur le principe c'est absolument génial les NFT. Pour prouver les propriétés intellectuelles d'objets, je trouve ça fabuleux. Tu peux maintenant vraiment avoir une preuve ancrée dans la blockchain que ce tableau est vrai ou que cet objet est vrai. Par contre, comme d'habitude, c'est un petit peu dommage parce que puisque la crypto est encore immature, on transforme quelque chose de génial en un truc extrêmement spéculatif et on vend des Pokémon et d'autres trucs totalement inutiles en NFT où des gens vont acheter ça pour des millions. Ouais, mais c'est la nature humaine, ça. Enfin, tu peux rien y faire, pour le coup. Oui, c'est la nature humaine, mais ça montre quand même que ce marché est encore un peu immature. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a une technologie un peu vraiment intéressante, le marché, très vite, en tout cas le marché actuel des crypto-monnaies, de la blockchain, très vite la dénature pour faire un peu n'importe quoi. Et même on voit qu'on est une communauté encore très jeune. Je parle pas très jeune, je parle aussi très jeune en âge parce que je pense que les gens qui s'intéressent à la crypto, pas tous, je veux pas faire de généralité, mais sont quand même des gens entre 20 et 40 ans, tu vois, maximum. Et ça montre que tu as encore des gens qui s'intéressent à des publics très jeunes, tu vois. Quand on voit les NFT de toutes sortes qui se vendent beaucoup, à chaque fois, c'est des petites images de cartoon, des choses comme ça, et qui ne servent à rien, tu vois. Donc, je pense que cette communauté doit quand même mûrir, dans tous les sens du terme.
Et c'est pour ça que là en ce moment, pour revenir au sujet de est-ce qu'on n'est pas en 2017, pour moi, je trouve que à part ce critère d'adoption, beaucoup de signes montrent que on est un petit peu revenu au point de départ, quoi. Ce que je trouve un peu dommage. Ouais, vas-y. Oui, il y a un autre point dont j'aimerais parler aussi, et qui prouve que pour moi le cycle est vraiment loin d'être fini, c'est la financiarisation de l'écosystème. Il y a énormément de nouveaux outils aujourd'hui pour s'amuser concrètement. Et à mon avis, du coup, ça fait que les possibilités de se faire de l'argent aujourd'hui sur l'ensemble des crypto-monnaies est énorme. Donc, plus il y a d'outils, pour moi, plus il y a d'outils pour faire de l'argent et plus de temps tout ça va durer. En fait, le cycle va durer parce que l'argent va passer beaucoup plus rapidement. À l'époque, enfin, si vous vous rappelez, il y avait les ICO, la revente sur le marché secondaire, et puis c'est tout, quoi. Maintenant, tu peux faire de l'apport de liquidité sur les protocoles. Comment ça s'appelle déjà aidez-moi. J'ai Les Uniswap et compagnie. Les AMM. Automatic Maker, Market Maker. Tu peux faire ça, tu peux utiliser Aave ou Lend, enfin je sais plus exactement comment il s'appelle maintenant, mais en gros pour faire du lending, enfin t'as plein de choses qui existent, alors qu'en 2017 t'avais les ICO et c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, en fait, en ce moment, ce qu'on a l'impression quand même de voir, enfin ce qu'on est même persuadé de voir, c'est qu'on a une montée de l'euphorie dans tous les cas. Qu'on veuille se comparer à décembre 2017, qu'on soit au top ou pas, pour moi, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est qu'on est dans une phase d'euphorie en ce moment. Et on sait très bien que après toute euphorie, il faut un peu la douche froide, il faut se calmer un petit peu et il faut retourner aux fondamentaux. En fait, après, la question, c'est est-ce que la phase d'euphorie, elle va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ou est-ce qu'elle est déjà terminée, en fait? Mais je pense que c'est assez indéniable en ce moment quand on voit justement les NFT, la défi, les shitcoins qui pump comme voilà, à tout va. C'est assez indéniable, je pense qu'en effet qu'on est dans une phase quand même très très euphorique en ce moment. Hop. Et justement, là on vient de parler un petit peu de notre situation du marché, de qu'est-ce qu'on en pensait. Mais ce qui peut être intéressant, au-delà de savoir si on est au top ou pas, parce que finalement on a bien vu qu'il y avait des indicateurs pour, des indicateurs contre, et que c'est compliqué, on n'a pas de boule de cristal, on ne pourra pas vous dire demain c'est le top et revendez tout, sinon ce serait un peu trop simple. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se prémunir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'agir? Qu'est-ce qu'on peut essayer de surveiller? Voilà. Est-ce que vous avez un début de plan, quoi que ce soit, par exemple, que vous comptez appliquer dans les semaines et mois à venir pour suivre un petit peu le marché? Alors, écoute, moi je vais pas refaire, en tout cas c'est ce que je me dis chaque jour, pas refaire les mêmes erreurs que 2017, c'est-à-dire que là je suis déjà en train de mettre un peu de côté et les prochaines semaines et prochains mois, de toute façon, je vais sûrement passer pas mal en stablecoin. Parce que, comme on dit, l'objectif c'est aussi d'accumuler, donc accumuler aussi veut dire ne pas hold bêtement, mais se dire que si on peut profiter de ces cycles qui sont parfois très énervants, qui nous ont dégoûtés en 2018-2019 parce qu'on s'est fait massacrer par des mecs qui shortaient le marché pour le manipuler, bah, profitons-en, tu vois. Faut pas s'énerver, se dire bon, c'est des salauds, ils shortent et nous on va hold jusqu'à la mort. Bon, bah, s'ils font, profitons-en, surfons sur ces cycles, et si à la fin, la conclusion, c'est qu'on a réussi à accumuler plus de crypto, ben tant mieux, tu vois. Bon, en ce qui me concerne, moi j'ai adopté une approche un peu différente qu'en 2017. En 2017, je faisais toutes les ICO possibles, j'achetais des tokens. Enfin, tu me connais depuis un moment. J'avais un portfolio de 20 tokens. Je pensais que tous les tokens et toutes les cryptos c'était l'avenir, et que le Bitcoin c'était qu'une crypto-monnaie parmi les autres. J'ai un peu changé là-dessus et du coup je suis full Bitcoin, et du coup moi, mon but c'est d'accumuler des Bitcoins. Donc soit tu le fais par le stacking à la Stackinsat, dédicace à eux, mais ce genre de truc où ton but c'est de stacker des sats, et donc bull market ou bear market, de toute manière ça change rien. Ou alors tu fais ce que moi je suis en train de faire en ce moment, c'est plutôt emprunter et miser sur le fait que ça va monter.
Et pour le moment, c'est plutôt rentable. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de stress du coup. Tu vois, il y a pas de question de cycle. Je suis pas en train de chercher la prochaine pépite. Je passe plus de temps, si tu veux, pour moi, à l'extérieur du trading et de l'investissement. Ouais, ok. Et juste moi, à titre personnel, pareil, la situation a beaucoup changé. En fait, moi, pour être totalement franc, moi, je suis arrivé tellement tard en 2017. Je suis arrivé fin novembre, début décembre. Et j'ai mis tellement de temps à commencer à m'instruire que je l'ai pas vraiment vécu ce bull run de 2017. Donc pour moi, c'est un peu le vrai premier bull run que je vais vivre. Donc la stratégie de sortie, évidemment, il n'y en avait pas en 2017. La stratégie de sortie, ça a été de voir mon portfolio faire moins 85% et me poser des questions sur pourquoi je l'avais pas vu venir. Donc voilà, donc je pense que moi, ce que je vais faire, c'est prendre des gains un petit peu de temps en temps. J'ai des objectifs en fait qui me disent, bah voilà, si jamais mon portfolio atteint tant, je mets un peu de côté, je me rassure là-dessus. Après, moi, j'ai aussi une vision un peu plus long terme dans le sens où j'ai encore une vision cyclique du marché. Moi, je pense pas forcément qu'on est soit dans un super cycle et qu'on va pas connaître encore un moins 80%. Mais même sans cette question-là, moi, je suis encore sur un horizon 5-10 ans. C'est-à-dire que je vais encore vivre au moins 1 à 2 cycles avant de commencer à retirer. Donc voilà. Et après, on verra pour passer une partie en stablecoin. Quelque chose que dans le chat on a dit, c'est Oyo qui l'a dit et qui est vachement intéressante, c'est qu'il y a une grosse chose qui a changé par rapport à 2017-2018, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire du rendement sur les stablecoins justement, avec notamment la DeFi et tout ça, on est capable d'avoir des jolis rendements qui vont de 15, 20, voire même si on arrive à optimiser les choses jusqu'à 30% annuel, voire plus si jamais on veut vraiment faire des choses un peu approfondies. Et est-ce que du coup, ça peut pas rendre quasiment intéressant un bear market de se dire, je passe en stablecoin, je me protège vraiment le plus possible, mais en même temps, comme ça stack, et donc, ok, ça fait moins que si on était en bull market, mais ça fait quand même bien plus qu'un livret A, et du coup, le risque par rapport au reward est vachement intéressant. Alors, c'est intéressant. Effectivement, tout ce qui est stacking peut être très intéressant. Après, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que tu es quand même dépendant d'une plateforme. Tu es dépendant d'une plateforme assez jeune, parce que tout est jeune en crypto. Donc, tu fais confiance à un projet et à quelque chose d'assez centralisé que tu stacks sur Celsius ou sur Aave ou sur Binance. Tu es quand même dépendant d'un tiers et ça va un petit peu à l'encontre du principe de la blockchain et des cryptos. Alors, stacker ces stablecoins, pourquoi pas? Après, des rendements de 30% sur des stablecoins, faut quand même les trouver. Je pense que tu es quand même max à 10-11. Après, je me trompe peut-être. Mais moi, ça me ferait peur de laisser de l'argent pendant 1 an ou 2 sur une de ces plateformes qui est toute très jeune, tu vois. Alors que ça soit, je dis même pas qu'ils vont faire un exit scam, hein, mais des hacks ou des petites failles dans des contrats qui sont exploités par des hackers, on les a vus aussi. Donc tout peut arriver. Moi, ça me ferait un petit peu peur. Je préférais presque dire non au rendement, tu vois, me dire ok, j'ai pas de rendement et stacker mes stables sur une blockchain, sur un wallet, ou alors d'aller carrément vers des solutions comme MakerDAO ou d'autres solutions décentralisées. Il y en a aussi celle dont parlait Victor, j'ai oublié le nom, mais tu as aussi tu peux faire fructifier tes Ethers en leverage ou des choses comme ça. Mais j'aurais un petit peu peur de laisser de l'argent sur des choses, des stablecoins, sur des. Après, je suis peut-être un peu parano, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je préfère avoir de mon argent sur mes portefeuilles et garder mes clés, quoi. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'en fait, il faut appliquer, tu vois, différents niveaux de sécurité. Donc, moi, je sais que j'ai le plus gros de mon stack qui est sur ma Ledger, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose, tu parlais d'un horizon de 5 à 10 ans, Flo. C'est exactement ça. Genre, ça, c'est le genre de truc que je touche plus. Par contre, ce que j'utilise, moi, c'est une plateforme qui s'appelle, enfin, je sais pas s'il faut disclose ou, enfin, si c'est pas. Vas-y, y a pas de souci, hein. Ça s'appelle Nexo. Et en gros, je mets mes bitcoins dessus. Je touche un pourcentage, un intérêt donc sur ce qui est déposé. Donc ça, c'est déjà cool. Et en plus, tu peux même emprunter sur les bitcoins que tu as mis sur la plateforme. Et là, du coup, après, ce que tu peux faire, c'est racheter des bitcoins et les remettre en savings, ce qui est assez cool. Okay. Et après, donc l'objectif, c'est de sortir petit à petit les gains, les intérêts que tu fais et les mettre sur la ledger. Ouais. Et tu appliques différents niveaux de sécurité. Donc un ultra sécurisé, c'est ta ledger. Et après, c'est le truc en saving. Puis le truc en collatéral, et puis après, si tu fais du trading avec des leviers x5, x10, bonne chance pour toi. Du coup, ouais, je vois. Ok. Non, c'est intéressant. Ouais. Et dans le chat, c'est ce qu'il disait aussi. Je crois que c'est Bougran qui a parlé de ça, là, c'est de faire
de finalement appliquer ce qu'on a dit, donc le DCA notamment, qui est une stratégie d'entrée sur le marché. Donc c'est le fait d'acheter à intervalles réguliers, quel que soit le prix. Ben, en fait, de réappliquer ça, mais plutôt en sortie de marché. Donc à partir du moment où vous sentez que le vent commence à tourner, et ben vous fixez toutes les semaines, tous les mois, vous sortez une partie de votre portefeuille pour justement aussi lisser votre prix de sortie de la même manière que vous avez lissé votre prix d'entrée. Souvent c'est quelque chose qui est d'ailleurs un peu sous-estimé, ignoré même totalement par les investisseurs. C'est qu'ils réfléchissent beaucoup à comment est-ce qu'on rentre correctement dans un marché, comment est-ce qu'on commence. Mais par contre la sortie, c'est souvent pas du tout expliqué. Et d'ailleurs c'est pas que leur faute, parce que on me corrigera si je me trompe, mais parmi les influenceurs / créateurs de contenu, c'est assez peu souvent abordé aussi le fait de sortir de l'écosystème, ou de comment sortir de l'écosystème. Donc voilà. Mais ouais, c'est des choses en effet qui manquent un peu dans le domaine. Et là, par exemple, pour revenir aussi au sujet des différences et des similitudes entre 2017 et aujourd'hui, on parlait d'investissement. Bah là, ce qui me frappe, c'est que depuis vraiment un mois ou deux, j'ai tous mes potes no-coiners IRL qui me parlent de ça et qui veulent mettre beaucoup d'argent. Et là, je suis très tempéré avec eux parce que personnellement, là, je sais pas du tout où on va. Je trouve qu'on a déjà fait des très, très gros multiples depuis 6 mois et on parlait de DCA et c'est ce que je leur conseille. Aujourd'hui, là, je dirais jamais à quelqu'un en avril là, 2021, vas-y, all-in, parce qu'on va monter, tu vois. Donc, au moins, cette technique du DCA protège quand même l'investisseur, parce que si vous êtes en DCA, si ça monte, bah, vous êtes content, vous avez acheté plus bas. Et si ça descend, quelque part, vous êtes aussi content parce que vous allez pouvoir acheter plus bas et améliorer votre prix moyen. Donc, c'est clairement l'attitude à avoir en ce moment, mais quand même cet intérêt de tous mes amis à qui je parle de ça depuis plusieurs années et qui arrivent tous là depuis un mois. Je sais pas pour vous, hein, mais moi c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Ça me fait un peu peur et c'est un petit peu, ça me fait penser au proverbe de Wall Street qui dit quand ton coiffeur te parle d'un actif, vends cet actif, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est que quand tout le monde parle de quelque chose, et on l'a vu en 2017 où moi je me souviens dans les bars, ça parlait Bitcoin partout, dans les restaurants, aux soirées. Bah là on revit un peu la même chose. Donc est-ce que cette fois ça va perdurer ou est-ce qu'on est justement au bout, on le saura bientôt. Et moi, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'ils font tous les mêmes erreurs qu'on a pu faire et qu'on critique à chaque fois ou qu'on se moque gentiment. C'est vraiment à chaque fois la même chose. C'est vas-y que je vais t'acheter du Ripple parce que c'est pas cher. C'est vas-y que je vais utiliser une plateforme ultra scammy ou acheter juste un token scam. Enfin, tous tombent dans le panneau dans lequel on est tous tombés. C'est mignon, quoi. Dans un certain sens, c'est plutôt marrant. Quand Nabila en parle, j'ai hâte qu'elle en parle d'ailleurs, ça va être la fin. Je pense que c'est triste, mais que énormément de nouveaux ont acheté du Doge à 40 centimes, tu vois. Voire plus. Et ce que j'ai fait, hein, moi j'ai pas honte de le dire, je suis arrivé en 2017, j'ai acheté en début 2018. J'ai quand même acheté du Ripple à 3,50, tu vois, au top du top de Ripple. Je crois que je suis un des ordres les plus hauts de Binance à l'époque, mais parce que voilà, on arrivait, on n'y connaissait rien, et moi j'arrivais, j'étais là, ok, Ripple 3,50, ça va monter à je sais pas combien, tu vois, j'étais débile. Mais après, on peut pas blâmer aussi parce que le truc avec les cryptos, c'est que les nouveaux arrivants entendent que les anciens ont gagné tellement avec ça qu'ils ont un espèce d'appât du gain, ils veulent faire un multiple rapide et il y a une espèce de folie en avant. Moi, là, mes potes, justement, que j'ai mis dans les cryptos depuis 3-4 mois, leur plus gros défaut, et là où ils perdent le plus d'argent, c'est qu'ils tradent. Je leur ai dit ne tradez pas ou tradez très peu. Et là, il y en a plusieurs qui m'ont avoué, j'ai fait le con sur Binance, je suis devenu addict, j'ai acheté, vendu en espérant augmenter mon bag, et finalement ils ont perdu 30 ou 40% de leur bag, tu vois. Donc là, en fait, c'est quand même un univers où il y a énormément de variations et c'est très dangereux, quoi. Ils arrivent avec en fait des œillères, tu vois, ils focus sur uniquement leur crypto et à chaque fois ils tombent amoureux de la crypto qu'ils viennent d'acheter et à chaque fois ils te disent que c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu penses de je ne sais quoi, de SafeMoon ou de Dogecoin j'en pense que c'est de la merde, tu vois, et pourquoi ils arrivent avec un espèce de focus sur le truc qu'ils viennent d'acheter et d'un coup en fait ils s'aperçoivent pas qu'il y a un énorme marché qui les a pas attendus pour exister et ils veulent pas non plus prendre les conseils des anciens. Donc le mieux à faire, moi je trouve, pour aider les gens qui arrivent, c'est de leur dire de faire de les laisser faire leurs erreurs, mais pour des petites sommes.
C'est-à-dire qu'en gros, toujours les conseils, quand ils disent qu'est-ce que tu penses de SafeMoon, tu dis bah j'en pense rien, vas-y, mets de l'argent. Non, mais vraiment, mais mets-en juste un peu. Comme ça, ils se prennent une déculottée, mais au moins le risque est limité et ils ont appris. Et ça, je pense que c'est le mieux parce qu'il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Sinon, si ça tombe pas maintenant, c'est dans 3 mois que ça leur tombera sur la gueule, quoi. Ouais. Et il y a Lapin Chat qui dit dans le chat, le mieux c'est de lire le white paper, voir à quoi la crypto et le marché répond. Alors oui, c'est beau, mais sauf que déjà en temps normal, il y a peu de gens qui le font, mais là actuellement en période de folie, personne ne le fait ça. Et même si on le fait, le problème des white papers, c'est que ça promet absolument tout et n'importe quoi. Ça dit que ça va sauver le monde. Tu lis le white paper de n'importe quel projet, il te promet mauvais et merveilles qui va sauver le monde dans les 6 mois et qui répond justement à un problème existant. Et c'était un peu en 2017, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'ICO des mecs qui vont créer le Spotify de la crypto, le Spotify de la blockchain. Il y a eu moi, je les ai toutes faites, les ICO en 2017, début 2018. Il y avait aussi ceux qui vont révolutionner l'immobilier en blockchain. Donc, il y a eu Bi. Il y a eu aussi Berry quelque chose. Bon, sur les deux, j'ai perdu 99%. Il y a eu ceux qui allaient révolutionner le marché du voyage. Il y a eu ceux qui allaient révolutionner, etc., etc. Donc, si tu lis les white papers, évidemment, ils te vendent une révolution dans leur secteur. Après, il y en a 1 sur 100 qui délivrent. Je dis pas que c'est forcément des scams, même s'il y a eu énormément de scams sur les ICO fin 2017, début 2018. Dans ta coin. Dans ta coin, qui allait révolutionner le marché des dentistes. Bon, bref. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter juste au white paper, parce que si tu lis le white paper, oui, évidemment, leur but, c'est de te vendre du rêve en 10 pages et de pas forcément le tenir, quoi. Ouais. Tant que vous êtes actif là, le chat, vous êtes plutôt comment par rapport à cette question? Est-ce que vous pensez qu'on est au top ou pas? Juste répondez genre oui si vous pensez qu'on arrive à la fin du bull market, ou non si vous pensez que ça va encore continuer. Mais intéressant de voir aussi ce que les autres pensent. Mais il y a pas mal de signes en effet qui courent dans un sens, dans l'autre. Et je pense que là en fait la fin de ce qu'on vient de dire, c'est pour moi le plus important. C'est que dans tous les cas, qu'on soit à la fin ou pas de ce bull market, il faut réussir à accompagner correctement les gens qui rentrent. Parce que dans tous les cas, on connaît une phase d'euphorie en ce moment. Dans tous les cas, on a beaucoup de gens, et notamment des proches, des amis, qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est, qui veulent rentrer. Et c'est super important de pouvoir essayer de les accompagner au maximum et de leur éviter un petit peu des erreurs qu'on a pu faire peut-être nous à l'époque. Voilà. Bien sûr. Ouais, moi, en tant que maximaliste, il y a un truc qui m'énerve profondément à chaque fois, justement, quand il y a des mecs qui arrivent. J'aurais passé 4 ans à leur dire que le Bitcoin c'était cool et de s'y intéresser. Et les mecs me chiaient dessus comme c'est pas permis en me disant que ça les intéressait pas, arrête d'en parler, etc. Et là, les mecs, ils arrivent. Le Bitcoin, ils en auraient pas acheté quel que soit le prix de toute manière. Et les mecs, ils vont se jeter sur un Ripple ou un Dentacoin, tu vois. Donc, ils arrivent à passer de l'euro et de leurs actions de merde. Limite, ils achèteraient des obligations, tu vois, en te disant que c'est le futur parce qu'ils connaissent rien en finance. Et d'un coup, donc au lieu d'aller au Bitcoin comme tu penses que c'est le truc le plus sensé, bah non, ils vont finir dans le premier shitcoin venu parce que il est à 0,0000052 euros, quoi. Mais c'est rigolo, c'est ce week-end, j'étais avec un ami à discuter de crypto qui lui est dans la place depuis quelques temps. Mais par contre, il a son cousin qui a commencé justement les cryptos et il a investi dans SafeMoon. Et justement, donc mon ami qui essayait de le guider sur des choses plus sérieuses et tout ça. Et le mec il disait mais il a investi dans SafeMoon et le pire c'est qu'il a investi au bon moment. Donc du coup il s'est fait des couilles en or avec SafeMoon. Et le mec il dit à son cousin du coup bah tu vois c'est moi qui avais raison. Qu'est-ce que tu fais à faire le vieux à vouloir être safe ou quoi que ce soit quoi. Donc c'est assez particulier le marché qu'on connaît en ce moment aussi. Après, je dis pas que toutes les stratégies sont mauvaises, mais évidemment qu'il faut dire aux gens de faire attention et de mettre la majorité de ce qu'ils ont dans des trucs sérieux et en particulier dans Bitcoin. Après, je peux comprendre cet appât du gain dans un certain sens et essayer d'aller chercher des petites pépites qui vont peut-être faire des grands multiples parce que bon, qu'on croit ou non en Bitcoin et moi je suis persuadé évidemment comme tout le monde que c'est la crypto-monnaie la plus importante et la référence. Bitcoin ne fera plus x100
ou peut-être, mais dans 30 ans. Donc je peux comprendre aussi cette recherche de la petite pépite et du gain. Après, oui, il faut pas que ça devienne totalement déraisonné, qu'on court après les pups, comme certains sont en train de le faire en ce moment avec des copycats de Dogecoin, parce que Doge a fait x1000, donc ils se disent que le mec qui crée le nouveau Doge va aussi faire x1000. Faut faire attention et il faut une petite stratégie, faut un entre-deux pour moi, tu vois. Ouais. Okay. Voilà. Très bien. Dans le chat, je vois qu'ils sont plutôt bullish. La plupart parlent de bull market, à part Uxwell qui nous dit que pour lui on est en fin de bull. Mais sinon, tout le monde se voit plutôt en milieu de bull market à peu près. Après, bon, est-ce qu'on est vraiment au milieu, est-ce qu'on a envie de se voir en milieu de bull market, ça c'est une autre question. Mais en même temps, Uxwell, j'ai l'impression qu'il a acheté du audio et du dans ta gueule, donc je pense que lui. Après, dans les bull market, tout le monde est toujours bull. C'est ça le problème, c'est que les gens arrêtent d'être bull quand tu te prends une mèche rouge de l'enfer pendant 3 semaines et voilà, tu vois. Donc tout le monde sera bull jusqu'à la fin du bull market et les gens vont arrêter d'être bull quand ça sera déjà trop tard. Donc c'est vrai que ça aurait été très drôle de faire ce podcast-là il y a une semaine quand on était encore dans la plongée de Bitcoin et de voir si ça changeait justement la vision des gens sur est-ce qu'on était en fin de bull market ou pas actuellement. C'est voilà. Parce que là, forcément, Plan B. Bon, j'imagine que tout le monde connaît. Hein, c'est celui qui a qui a formulé le stock to flow, qui fait régulièrement des sondages où il demande à chaque fois à ses followers si on est. À l'époque, il demandait si on allait à 25 000 euros à fin 2021, puis après à 50. Et donc dans le sondage, il mettait 25 000, 50 000, 100 000 et 250 000. Okay. Et j'ai l'impression que maintenant, il est en train d'augmenter, si tu veux. Le max de la target, quoi. Donc là, on est maintenant dans ce qu'il propose dans les propositions. Il y a 500 000. À quel horizon? À horizon fin 2021, fin du bull run. Tu vois. Okay. Faudrait qu'on fasse ce genre de sondage pour, tu vois, sonder un petit peu. Voir comment les gens réagissent et la psychologie actuelle. Ouais. C'est ça. Hop là. Pas mal. Mais non, c'est pas facile. Yax qui dit non, j'essaie d'être rationnel et de regarder les différents indicateurs. Oui, de toute façon, j'espère que il y en a beaucoup qui essayent justement d'être un minimum rationnel par rapport à ce qui se passe. Après, de toute manière, le bear market, il est pas non plus si facile que ça à prévoir. Sinon, personne se ferait avoir, tout le monde serait riche et voilà. Encore une fois, si on avait une boule de cristal, on serait plus là. Mais c'est pour ça que le plus important, c'est surtout de prévoir qu'est-ce que vous voulez faire au cas où il se déclenche et d'avoir une stratégie de sortie, quoi. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire et pour en revenir aux indicateurs ou au trading, le truc c'est que moi je suis pas du tout trader, mais ça m'amuse, ça m'intéresse un peu depuis 3 ans. Je regarde un petit peu ce que postent tous les traders français. D'ailleurs, il y a des gens très talentueux, très intéressants à suivre sur Twitter. J'ai l'impression que ça reste. C'est pas une science exacte le trading, c'est-à-dire que c'est des mecs qui se rapprochent et qui ont peut-être 70-80% de vérité. Après, quand il y a une grosse baisse et une grosse fin de boule, tout le monde l'avait pas prévu. Tout le monde, même les meilleurs traders, ils étaient dans des espèces de courbes ascendantes et d'un coup, il y a un truc qui vient casser cette courbe que personne n'a prévu. Tu te prends une mèche rouge de 20 km de long et là, ça remet tout en cause et les mecs te répondent le lendemain une version totalement différente, tu vois. Donc, et surtout en crypto-monnaie, à nouveau, les crypto-monnaies sont quand même des choses qui sont beaucoup plus variables que les actifs, en tout cas pour le moment, que les actifs dits classiques. Donc j'ai du mal à croire qu'on puisse détenir la vérité à 100% dans notre milieu, et je me fierai pas trop à ces analyses techniques, même si souvent elles s'avèrent très bonnes. Et il y a des mecs genre Phil, j'aime bien Phil par exemple sur Twitter, vous connaissez sûrement. Et j'avais retrouvé un de ses tweets en 2017 et le mec a vraiment pour le coup prévu toute la baisse et a dit exactement quand ça allait péter et je crois qu'il a même dit le top, tu vois. Mais c'est pas une science exacte. Donc voilà, en ce moment je ferais. En fait, le mieux c'est d'appliquer, comme on s'est dit, une stratégie personnelle et de pas faire confiance à un tiers. Ouais. D'ailleurs, c'est le principe de la blockchain, c'est enlever les tiers, quoi. Exactement. Faites pas confiance aux gens qui vous disent d'acheter ça et faites pas non plus confiance à des traders qui vous disent c'est baissier ou haussier, et même dans ce cas, ne faites pas confiance à ce qu'on est en train de dire, tu vois. Ouais. Parce qu'on dit peut-être des conneries. Donc, dans ce cas, appliquez une stratégie personnelle et suivez-la, quoi.
Ouais, je vois. Il y a un message intéressant sur justement la psychologie de marché et qui revient un peu à ce qu'on a dit au tout début avec les institutionnels qui sont arrivés. C'est le PVR qui dit Musk a acheté en moyenne ses bitcoins à 34 000 dollars avec Tesla. C'est peu probable de voir le bitcoin rechuter à ce prix-là. Et ça, moi, c'est une vraie question. C'est est-ce que vous pensez déjà, qu'on peut rechuter en dessous? Parce que imaginons qu'on mette un top, je dis des choses un peu au pif, on se fait un scénario, top à 100 000, on fait moins 85%, donc on descend quand même à 15 000 du coup, on est en dessous largement des 34 000. Dans un scénario comme ça, déjà de 1, est-ce que vous pensez qu'il est possible? Et de 2, comment est-ce que réagissent les entreprises notamment qui ont investi énormément de Bitcoin? Je pense à MicroStrategy, je pense à Tesla, Coinbase aussi indirectement, même si eux ils sont dans l'écosystème, donc c'est un peu particulier leur cas, mais surtout MicroStrategy et Tesla, les actionnaires aujourd'hui ils sont super contents d'avoir du Bitcoin en trésorerie parce que forcément ça monte. Qu'est-ce qui va se passer si on rentre dans un bear market à moins 85%? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est possible et comment est-ce qu'ils pourraient réagir dans ces cas-là, quoi? Déjà le premier point, c'est jusqu'où pourrait descendre le prix. Et ça, tu as des indicateurs on-chain qui montrent que les derniers gros achats qui ont été réalisés, c'est aux alentours des 47 000, il me semble. Il faudrait que je retrouve le graphique, mais en fait, c'est 47 000, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'achats sur les derniers mois. Ouais. Donc c'est aussi en partie pour ça qu'il a servi de pivot ces derniers jours. En fait, les endroits où tu as eu le plus de volume, c'est les endroits justement qui sont ce qu'on appelle le realized cap, Mhm. le prix d'achat moyen auquel l'ensemble, enfin la majorité des gens ont acheté. Ça, c'est le premier point. Je pense pas que ça puisse descendre beaucoup en dessous de ça aujourd'hui. Après, quand ça sera à 100 000, peut-être que le realized cap sera encore plus haut. Ça, je sais pas, je suis Mhm. incapable de le dire. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises et leur stratégie d'allocation de trésorerie, il faut savoir que quand une décision est prise au niveau d'une entreprise, enfin, tu vois, c'est du long terme en général. C'est une vision long terme, surtout Ouais. quand il s'agit d'une stratégie d'investissement et surtout quand il s'agit de changer de monnaie de réserve. Donc les mecs de MicroStrategy et de Tesla, quand ils ont pris la décision d'acheter du Bitcoin, c'est qu'ils savent très bien pourquoi ils font ça et ils vont pas, ils peuvent pas se permettre d'être, tu sais, des weak-hands, tu vois, Ouais. Ouais, les mains faibles en français, même si ouais, des mains weekends en en papier toilette, anglais, quoi. c'est ça. Mais ça c'est intéressant en effet sur le papier, je trouve. Mais j'avoue que moi, enfin, je sais pas si tous les actionnaires qui sont justement au bord de ces entreprises-là sont vraiment prêts à avoir une volatilité à la baisse comme on peut connaître sur notre marché. Et moi, je serais pas étonné que ça puisse faire des petits vents de panique à un moment ou à un autre, d'avoir des entreprises justement qui se disent, ok, en fait, on a mis ça dans le Bitcoin pour suivre le mouvement de Tesla ou de MicroStrategy. Et en fait, c'était pas à faire parce qu'ils l'ont fait au moment du top et qu'ils voient leur trésorerie fondre et qu'ils sont en train de se dire, eh merde, quoi. Surtout, si en plus de ça, à côté, tu as un autre phénomène qui serait juste une crise financière globale, qui ferait que les entreprises auraient encore plus besoin de trésorerie. Donc, si tu as une crise financière globale plus Bitcoin, par exemple, qui est en bear market à ce moment-là, moi, je suis vraiment curieux de voir comment ça peut réagir au niveau des entreprises à ce moment-là et si ça peut causer du tort ou pas au marché des crypto-monnaies, enfin, enfoncer un peu le clou à ce moment-là, quoi. Oui, et pardon, j'ai raté une partie, mais l'argument qui dit Elon Musk a acheté du Bitcoin à ce prix-là, donc ça baissera pas en dessous, pour moi, il est fallacieux parce que c'est pas Elon Musk qui dicte le prix de Bitcoin et il a beau avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, si on entre dans un vrai bear market où en fait les traders vont pousser le prix vers le bas en shortant comme des malades, qu'il ait acheté 1 milliard de Bitcoin ou pas, ça changera rien, quoi. Donc, je pense que les gens aiment bien se faire des petites. Les gens en crypto connaissent pas vraiment les lois de marché, je m'inclus dedans, et comment ça marche, et aiment bien, sont un petit peu drogués à l'opium. On l'est un peu tous, et les news opium, comme la news Tesla et la news Musk, on l'adore, tu vois, parce que Ouais. ça nous fait tous rêver. C'est un mec qui a acheté 1 milliard de Bitcoin, 1 milliard de dollars en Bitcoin. Il a fait plus de profit depuis qu'il a acheté Bitcoin en 3 mois que dans toute l'histoire de Tesla. Donc c'est sûr que ça fait un peu rêver. Après, c'est pas parce que Musk a acheté ça que le prix descendra pas en dessous, quoi. Et MicroStrategy, d'ailleurs, je crois le prix moyen est à moins de 10 000 en plus sur le total de leur stack. Donc ils ont Mais de ils ont quoi une faire sacrée avant. marge. Ils ont de quoi. D'ailleurs, c'est le plus gros holder de Bitcoin Ouais. au monde, sauf si Satoshi Nakamoto est toujours là quelque part. Mais je pense pas que, en fait, je pense pas qu'il y ait des espèces de vérité absolue qu'on peut lire là sur Twitter qui dit
on redescendra plus en dessous de ça parce que ils sont là, tu vois. Je pense qu'il faut un peu s'en méfier. Ouais. Non, t'as tout à fait raison. Hein. C'est pas l'achat d'Elon Musk, son achat de Bitcoin qui définit le prix plancher, mais c'est plus des indicateurs on-chain dont je parlais tout à l'heure qui montrent que tu as une agrégation d'achats aux alentours de certains prix. Et là, actuellement, c'est aux alentours de 47 000. Mais c'est parce que t'as des milliers de personnes qui ont acheté pour des milliards de Bitcoin, enfin de dollars de Bitcoin. C'est pas effectivement Elon Musk qui fixe son prix, quoi. Mais après, ces personnes qui ont acheté pour des milliards, s'ils se mettent à shorter, tu vois, je pense pas qu'il faut étudier. Je sais pas. Après, je me trompe peut-être, mais T'as forcément des supports, et ces supports, ils sont définis par les zones où il y a eu le plus d'achats à un moment donné dans l'histoire du Bitcoin, tu vois. ouais. Après, j'ai vécu tout le beer, et nous aussi, vous aussi, en 2018-2019. Les supports, j'en ai entendu beaucoup. Hein. Il y a eu le support des 10 000. Après, le support qui a le plus fait parler, et les anciens, 6 000. C'est 6 000. Fameux des 6 000. Le support des 6 000, on en a parlé pendant des mois, on l'a vécu, on est resté sur les chartres comme des addicts devant en se disant casse pas. Et quand il a cassé, on s'est retrouvé à 3 000 en 24 heures, tu vois. C'est beaucoup moins le malin là, à cette époque. Clairement. Ouais. Oui, là on était tous pas maxi sereins quand les 6 000 ont cassé. Donc, et tout le monde disait ça peut pas descendre en dessous de 6 000 parce que en dessous de 6 000, les traders chinois ne gagnent plus d'argent, donc ils vont racheter, tu vois. Ouais. Donc ces espèces de vérité un peu, je m'en méfie un peu, quoi. Ouais. Et ça, attends, j'essaye de revenir dessus. Ah voilà, ça a cassé en novembre 2018. C'était horrible. Ouais, c'est vrai que quand on parle souvent de paradigme, c'est que ce soit la hausse ou en se disant ouais, il y aura plus de bear market, on est dans un nouveau paradigme. C'est pareil à la baisse. Et en effet, on a toujours ici, on peut plus descendre parce qu'il y a ça qui nous protège. Là, il y a ça qui nous protège. Et finalement, en fait, Bitcoin, il arrive, il fait je te le cache, je te le casse, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Donc voilà, donc faut faire attention avec tous ces trucs-là. Mais ouais, non, c'est. En tout cas, c'est intéressant. Je suis très curieux de moi de voir à quoi va ressembler le prochain bear market, de voir s'il va être aussi costaud que celui qu'on a connu entre 2017 et 2020, s'il va être moins costaud, s'il va être plus long, moins long. J'ai vraiment l'impression que que c'est compliqué d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a pas mal de paramètres qui changent. Et voilà. D'après ça, maintenant, tant que le BTC est au-dessus des 4000, il y a Exwell qui dit justement, d'après Sam Alameda, alors Sam Alameda, on est d'accord, c'est celui qui est derrière FTX, Solana et tout cet écosystème-là, non? Tant que le Bitcoin est au-dessus des 4000, l'écosystème ne craint pas de mourir. Bon, ok. Oui, avec 4000, je pense qu'on est assez large. Si on revoit un jour un Bitcoin sous 4000, là, il dit ça par rapport, je pense, au profit des mineurs, mais à nouveau, depuis le halving, les mineurs, je crois, ont besoin d'un Bitcoin à 10-12 000 pour être rentable. Bien sûr. Bah oui, évidemment. Donc 4 000. Il y a les mineurs qui sont arrivés, donc évidemment, il y a beaucoup plus de compétition, donc il faut que le prix soit plus élevé. Non, mais enfin, c'est encore une prédiction un petit peu vaseuse, je trouve. Ça veut rien dire 4 000, 10 000, enfin, c'est. Oui. En tout cas, que les mineurs continuent, donc que Bitcoin tourne, on peut dire un chiffre entre 10 et 15 000 $, c'est le minimum aujourd'hui pour que les mineurs soient rentables. Donc ça, c'est vrai que si les mineurs sont plus rentables et que le hash rate drop énormément, Bitcoin devient plus vulnérable et après, cercle vicieux et voilà. Mais en tout cas, oui, à part ce chiffre des mineurs, je vois pas comment on peut dire à partir d'un certain palier, Bitcoin risque de mourir ou pas, je sais pas. Il y a quelque chose que Oyo dit, et moi je trouve ça très intéressant, je vais rebondir là-dessus, c'est, en tout cas, moi je peux prédire ce que je ferai, donc il parle du bear market. Une partie de mes tokens resteront dans la DeFi à travailler. Si je suis pas le seul à faire ça, on peut peut-être éviter un moins 90% sur les projets sérieux. Alors, sur le papier, ce que tu dis, Oyo, et enfin, en tout cas c'est mon point de vue que je défends ici, ça marche, en effet. Si tout le monde décide de pas vendre, le prix ne baisse pas. Mais pour moi, en fait, on est dans un marché où la psychologie est vraiment pas à laisser de côté et que tu te dis ça, mais en fait, tout le monde va se dire ça et le prix va descendre de 10% et après il va descendre de 15%. Il y a un moment, tu vas te dire, ah, mais en fait, les autres ne font pas ça. Si les autres vendent, en fait, je vais finir par me faire avoir et être le seul à pas avoir vendu. Et donc, peut-être que c'est 15% ou peut-être 20%, mais il y a un moment, tu vas craquer, en fait, psychologiquement et tu vas te mettre aussi à vendre. Et du coup, c'est pour ça que même en bear market, tout le monde dit justement, on n'a qu'à pas vendre, il n'y aura pas de bear market.
Mais en vrai, c'est très très peu réalisable parce que psychologiquement, on a tous un seuil à partir duquel on va FOMO ou FUD justement, donc vouloir vendre en excès ou acheter en excès. Et ça, c'est la nature humaine, c'est compliqué à empêcher. Et ça, ce genre de phrase, je l'ai entendu tout 2017-2018 sur tous les canaux Telegram, sur Twitter. Vendez pas, si personne vend, il n'y a pas de raison qu'on chute plus bas. On est déjà au plus bas, maintenant plus personne vend. Donc ça, en fait, le problème, c'est que tu auras toujours un mec, et moi le premier, qui va se dire je vends parce que je sécurise mon argent, et tant pis si ça va plus bas, quoi. Et peu importe qu'on croit ou non au projet. Donc le problème, c'est que et là le problème en plus, c'est que les vrais whales, donc les mecs qui ont des milliards, ils s'embarrassent pas de ce genre de considération. Ils s'en fichent complètement de ton projet et de est-ce que ce projet DeFi va marcher ou pas. Si le mec qui a mis 1 milliard dans Aave, il voit que le truc commence à se casser la gueule, il va tout vendre et il va regarder le truc tomber dans les abîmes, tu vois. Donc je pense pas qu'il faille se rassurer avec ce genre de choses, et on l'a vu d'ailleurs en 2017-2018, malheureusement. Ethereum était quand même descendu à $80. Faut pas oublier, à un moment, si Ethereum est descendu à $80 alors qu'il en valait 1400 et que c'est quand même après Bitcoin un des projets les plus sérieux de l'écosystème, c'est que peu importe le sérieux du projet et combien il y a d'argent dessus, si les whales et si le marché est baissier, ça va tomber. Ouais, il y a un truc que j'aimerais dire, moi d'ailleurs, par rapport à Ethereum, si on compare par rapport à 2017, c'est qu'aujourd'hui, Ethereum a vraiment de la concurrence. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus le Bitcoin killer. Maintenant, j'ai l'impression que les altcoins, ils viennent pour Ethereum. Et là, ça change un petit peu le game. Je pense à Binance, à Cardano, à Avalanche, Solana. Il y a plein de... Cardano, non, ils ont même pas de smart contract depuis 5 ans. Mais d'accord, mais t'as vu que... ou alors, tu peux penser à... putain, je me rappelle même plus. Polkadot, si tu veux. Polkadot, voilà, Dot, exactement. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que, ils arrivent pour venir manger la même market share qui est celui des smart contracts. Et ils proposent pas forcément des choses innovantes du genre un nouveau système de consensus ou quoi que ce soit, mais ils répondent juste à des besoins basiques des nouveaux utilisateurs, à savoir, c'est vraiment ultra basique, mais j'ai envie d'avoir des frais de transaction peu élevés, j'ai envie que ça soit rapide, et la décentralisation, en fait, je sais pas ce que c'est, et limite, je m'en fiche un petit peu. Et donc, du coup, Ethereum est en train de se faire bouffer parce que c'est moins décentralisé que Bitcoin, mais c'est plus décentralisé que les autres crypto-monnaies qui permettent les smart contracts. Donc, en fait, Ethereum se trouve à une période de son histoire, je pense, par rapport à 2017, qui est assez dangereuse pour lui, quoi. Et en plus, depuis 4 ans, ils n'ont pas forcément résolu leurs problèmes. Ils n'ont pas livré ce qu'ils devaient livrer. Ça devient de plus en plus compliqué, leur développement. Moi, franchement, je pense que justement, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si Ethereum va survivre à ce bull market. Oui, en fait, de par en fait toutes les applications qui sont dessus, ils sont tellement gigantesques qu'ils ont du mal à passer le cap et à passer à Ethereum 2.0 et à passer au Proof of Stake. Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi, je comprends les gens qui disent j'ai plus envie d'utiliser Ethereum, tu vois, et les nouveaux qui arrivent et qui disent je suis sur Binance Smart Chain et j'échange des dopes sur PancakeSwap pour 3 centimes. Finalement, je les comprends un peu parce que quand tu es sur Uniswap et que tu te prends des 300 € de frais de transaction comme ça m'arrive, t'as plus envie, quoi. Donc maintenant, en fait, en effet, Ethereum est menacé. Après, s'ils arrivent leur transition de passer totalement au Proof of Stake, ça reste quand même un des écosystèmes les plus solides où il y a énormément d'applications développées dessus. Faut pas oublier que les autres, il y a beaucoup de clones. La Binance Smart Chain, c'est juste un clone centralisé d'Ethereum où tous les nœuds sont chez Binance et dans les mains de CZ. Donc, s'il veut revert des transactions ou faire ce qu'il veut, il peut. Ça me gêne un peu. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même d'autres projets intéressants qui peuvent concurrencer Ethereum. On les a cités pour certains. Mais ça va être intéressant de voir le prochain cycle, en effet. Je pense que, en tout cas, ça sera un petit peu je pense qu'il y aura ce qui va être intéressant, c'est quand il va avoir un vrai ménage au prochain cycle. En tout cas, je l'espère, quand on va devenir un peu plus mature, des vrais shitcoins qui servent absolument à rien. Comme dans un top 10 ou 20, de voir encore des Cardano, de voir encore des Ripple, des vrais dopes, tu vois, qui servent à rien. Genre Cardano, ça fait 5 ans qu'ils existent, ils ont toujours pas de smart contract, ça pèse je sais pas combien, genre 40 milliards, c'est ridicule, tu vois. Ouais, mais ça Charles Hoskinson, mec.
Oui, voilà, Founder of Ethereum. je sais pas à quoi il sert, mais en vrai, c'est un petit peu triste et j'espère justement qu'il y aura un espèce de ménage au prochain cycle. Après, on a dit la même chose en 2017. Moi, je me souviens déjà, je disais en 2017, au prochain cycle, c'est sûr qu'il y aura un ménage. J'avais même dit Bitcoin Cash ne sera plus jamais dans le top 100 à partir de 2018-2019. Bah, il est toujours là, tu vois. Et il y a toujours aussi Bitcoin SV de Craig Wright. Donc bon, à un moment, tu te dis, est-ce que le ménage va vraiment arriver ou il y aura toujours une passion pour des projets utiles. Et il y a un autre point aussi, je pense, enfin bon, c'est un autre point et ça concerne Bitcoin, c'est que il y a beaucoup de choses qui existent sur les autres protocoles qui sont en train d'être portés sur Bitcoin. Je pense à Sovereign par exemple, qui permet de faire un petit peu ce que Aave fait sur Ethereum. On a le Lightning Network qui a aussi beaucoup bougé depuis 3 ans. On a les RGB, on a les Liquid Network. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur Bitcoin. Donc, je me demande ce que ça va venir. Enfin, je sais qu'il y a encore peu de participation. Il y a encore très peu d'adoption pour tous ces projets, mine de rien. Le Lightning Network, c'est peut-être le projet sur Bitcoin qui bouge le plus. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire que ça fait concurrence à Ethereum aujourd'hui. On peut pas dire que ça fait autant concurrence que un Binance, tu vois, Ethereum sur les sujets. Alors, de détail, quoi. Je vais me permettre d'intervenir parce que c'est super intéressant, mais finalement, je pense qu'on est en train de déborder un petit peu sur un futur sujet de podcast. Voilà. On allait parler de Bitcoin maximalisme, là, j'avais commencé à m'énerver. Je sais, c'est pour ça que je préfère intervenir tout de suite parce que vous étiez en train de vous lancer, c'est super intéressant, mais on va le garder pour un autre podcast. Notamment, on a Bitcoin, la monnaie de boomer, qui pourrait arriver dans les semaines à venir.